Mon fils, tout de suite, il était atypique. Pas juste parce que c'était mon fils l'extraordinaire, même s'il l'est, mais je ne retrouvais pas des choses normales. Et puis, j'ai eu des réflexions de différentes personnes. AVS avec Philippe Robichon. Alors AVS, vous le savez, j'ai l'habitude de dire que c'est pour à votre santé, mais aujourd'hui je vais dire ça peut très bien fonctionner pour auxiliaire de vie sociale. Nous allons parler de l'autisme au quotidien avec mon invité ce matin, Valentine Lecêtre. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Avec beaucoup de plaisir, vous êtes entrepreneuse et maman de Sacha. Alors je disais que vous avez AVS pour auxiliaire de vie sociale parce que vous avez découvert, vous, les AVS dans le parcours que vous avez eu avec Sacha et le rôle essentiel qu'elles ont, ces AVS. Tout à fait, je les ai découverts et même maintenant elles ont changé de nom. J'ai du mal à les suivre, mais effectivement ensuite on m'a dit assistante de vie scolaire. Effectivement, c'était plus ça qu'on a vécu de notre côté. C'est un rôle très important, le rôle des AVS, puisque c'est elles qui sont chargées d'accompagner souvent les enfants à l'école. Oui, tout à fait. Et elles n'ont aucune formation pour les différentes pathologies ou le spectre des différentes choses qu'on peut avoir. Donc c'est assez compliqué de travailler avec quelqu'un qui va être probablement la personne qui va décider de certaines stratégies si elle-même ne sait pas de quoi on parle. Elles sont l'interface quand même souvent entre les parents et l'école. Entre les parents et l'école, et parfois même dans le public, entre plutôt l'école et l'école. Donc les parents ne sont même pas autorisés à avoir des rapports et des échanges avec l'AVS. Ça existe aussi. Vous publiez Sortir de l'autisme aux éditions Idéo. Votre livre est désormais disponible sur les plateformes en livre audio depuis quelques jours. Il existe également un site, sortirdelautisme.fr. C'est un livre d'espoir, puisque vous dites que l'autisme n'est pas une fatalité. Alors, vous mâchez pas vos mots et vous racontez les coulisses, mais finalement, vous dites, enfin, j'ai envie de dire, vous dites la vérité sur la réalité de ce que c'est que cet univers de l'autisme et de comment on met des mots et qu'on découvre que son enfant est autiste. Vous l'avez découvert très tôt, mais au final, c'est vous qui avez fait le diagnostic la première. Sacha n'avait pas 16 mois. Et moi, je le dis souvent dans cette émission, mais les mamans sont les experts de leurs enfants. Et c'est quelque chose que souvent, on ne leur accorde pas comme qualité. C'est-à-dire que la plupart des gens, souvent les autres, à part la mère, vont écouter, vont voir des choses, mais vont avoir des croyances qui sont assez posées, alors que les mamans, elles vont avoir cette facilité à lire dans la gestuelle. Et donc, c'est une des premières façons de communiquer. Et lorsqu'on a un échange avec notre enfant dans la gestuelle, dans cette communication non verbale, on peut déceler des choses que les autres ne vont pas voir et qui vont rester à la surface pour eux, alors que pour nous, c'est tangible. Mais quand on va voir des spécialistes et qu'ils disent « mais non madame, votre enfant va très bien », alors que soi-même on vit 24 heures sur 24 avec son enfant, la parole des mamans, elle n'est pas toujours écoutée. Elle est souvent pas écoutée, et puisque j'ai croisé quand même des gens qui auraient dû avoir des formations, qui eux-mêmes, en tant que pédiatre, n'ont pas pu déceler l'autisme chez mon fils tout de suite. A posteriori, ensuite, c'était simple de dire effectivement, il y a quelque chose. Et après, on vous dit oui, mais de toute façon, avoir un certain âge, c'est pas possible de poser un diagnostic. Donc, En même temps, si on doit faire des tests et que c'est sur des réponses, c'est vrai que si l'enfant est non-verbal, c'est compliqué de faire des analyses, j'imagine. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de façons de déceler l'autisme, notamment le regard, qui, ça, est une évidence lorsqu'on est... ils sont très jeunes. Alors, vous parlez beaucoup de votre grossesse dans ce livre. C'est pas la période préférée de votre vie. J'ai détesté être enceinte, oui. Et vous le dites. Oui, c'est pas facile à dire. Ça peut choquer des gens, mais voilà, vous êtes cash. Oui, je dis dans mon livre qu'effectivement, si c'est le plus beau jour de certaines, je me demande de quoi leur univers est fait, parce qu'effectivement, c'est pas un moment facile. Voilà, je pense qu'on est toutes différentes, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se ressentent là-dedans, qui se voient dans ce moment qui n'a pas été forcément un moment de plaisir. Mais voilà... Il faut dire que ça a été épanouissant. Et si je le raconte, c'est quelque chose de très intime que j'avais pas envie spécialement de raconter. Mais étant donné que tous les docteurs m'ont posé cette question, je me suis dit qu'il fallait quand même commencer par ça pour voir si certaines des mamans se retrouvaient dans ce moment intense qui n'était pas forcément du plaisir. Est-ce que ça avait une incidence ou pas ? Je ne le pense pas, mais j'ai souhaité le raconter. Mais il n'y a pas de réponse à cette question, non, en fait. Il n'y a pas de réponse. Est-ce que ça a une incidence sur le développement de l'autisme de l'enfant ? Non, maintenant on peut se dire qu'avec les chiffres qui sont exponentiels, on peut facilement se dire que c'est tout ce qui nous entoure qui joue.
sur la croissance de ces enfants et le fait qu'il y ait de plus en plus d'autistes diagnostiqués, c'est pas seulement qu'on les diagnostique mieux, c'est forcément que notre environnement a une incidence, un impact sur ces enfants. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'autistes? De plus en plus, oui. Je crois que les chiffres, je les connais pas par cœur, mais je crois que c'était... faudrait me revoir, mais c'est 1975, 1500, 1 pour 1500. Et aujourd'hui, c'est 1 sur 86 en France, 1 sur 45 aux États-Unis. Je suis à peu près sur les chiffres, donc on a quand même... C'est pas juste le fait de les diagnostiquer plus. Ils vivent des choses, nous vivons des choses, des révolutions dans la façon dont on vit notre environnement qui sont tout à fait nouvelles et qui ont un impact sur notre ADN. À la naissance, vous faites ce qu'on appelle un baby blues. Alors ça, c'est aussi un autre sujet dont on parle peu. Ça a été zappé, le baby blues, et dont vous avez du mal à vous sortir, et vous mettez du temps à vous sortir de votre baby blues. Baby blues, j'en parle et je me dis que c'est quelque chose qui est lié aux hormones. Et j'ai voulu être un garçon pendant une bonne partie de ma vie, donc j'ai été la première surprise d'être émotionnellement chamboulée, et pas par seulement ce qui m'arrivait, mais par ce qui se passait à l'intérieur de moi. Les femmes n'en parlent pas, j'en avais jamais entendu vraiment parler avant. Mais de facto, depuis, j'ai beaucoup de gens qui m'en parlent. Et puis dans mon cas, c'est devenu quelque chose qui était plus long. Ça se prend en charge, le baby blues. À ce qui paraît, oui. Ouais. Non, on n'a pas parlé, en tout cas. On l'a jamais dit? On n'a pas parlé, non. Ouais. Alors après, il y a aussi la dépression postpartum. Oui, non, mais c'est plus une blague dont on parle dans les bureaux. Mais c'est vrai, c'est pas. Oui, c'est comme la descente d'organes. C'est des choses dont on parle, c'est des blagues, mais en tout cas, les gynécologues. Alors, je ne sais pas pour les femmes parce que j'ai vu. Franchement, alors là. Mais ils n'en parlent pas beaucoup. Alors, j'ai pas été. On m'a pas demandé à un moment ou à un autre si j'avais besoin d'un petit coup de main psychologiquement. Non. Pour vous aider à. Non, mais je pense que la plupart des femmes, ça a été le même cas. Alors, la première fois que vous posez le mot devant votre mari, alors votre mari gentiment vous propose d'avoir un deuxième enfant et vous dites non, ça va pas, on a déjà un enfant autiste. Qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là? Il me dit que je suis folle. Je me rappelle plus des phrases exactes, mais effectivement, il m'a regardée comme si j'étais totalement une folle, angoissée, qui disait des mots qui n'étaient pas les bons. Mais c'est vrai qu'il a fallu que quelques heures pour qu'on se pose des questions, qu'on essaye de trouver des réponses et de trouver des checklists comme il y en avait sur Internet, d'ailleurs que j'ai mis sur mon site parce que ces listes ne sont pas forcément faciles à trouver tout de suite, mais il y a des pointeurs, il y a des choses qui vous indiquent tout de suite qu'il y a un souci. Une fois qu'on a téléchargé ces listes, qu'on a regardé un petit peu, c'était une évidence qu'il y avait quelque chose. Vous cochez la case, vous la cochez pas. Oui. Alors votre mari, alors du coup, ex-mari, mais enfin à cette époque-là, le papa de Sacha, il reste sur Google. Oui. Et il trouve une diagnostiqueuse. Oui. Bon, que vous finissez par décrocher un rendez-vous chez cette diagnostiqueuse. Et là, vous l'appelez la sorcière. Oui. Oui, parce elle était bonne ou elle n'était pas bonne finalement, cette diagnostiqueuse? Elle a été très bonne pour le diagnostic, donc je ne peux que la féliciter. Je suis contente de l'avoir croisée. Pour autant, elle m'a mis dans une nébuleuse d'amis qui nous ont pris en charge et qui n'était pas la bonne façon de prendre en charge l'enfant, selon moi. Je l'ai appelée la sorcière parce qu'elle avait la formule magique, selon elle, pour aider des enfants, ceux qui avaient moins d'1 an. Nous, on est venus à 16 mois, c'était trop tard, donc forcément, je trouvais qu'il y avait forcément quelque chose de magique et en même temps, le côté de la mauvaise fée, qui, elle, était contente de pouvoir dire je pars à la retraite et puis j'aiderai, mais d'une manière rémunérée et puis en loose day, quoi. C'est entre nous. Oui, elle vous dit clairement que plus c'est pris en charge tôt, plus il y a des chances d'en sortir rapidement. Tout à fait. C'est exactement ça. Elle dit qu'elle sait comment faire, en tout cas, mais qu'elle en parlera dans un livre, pas avant. Par contre, elle vous oriente vers une méthode. Alors, elle m'oriente... Les 3 I, c'est elle qui vous en parle. Elle m'en parle, oui, tout à fait, elle m'en parle parce que effectivement, je pense que comme tout choc émotionnel, c'est important d'être dans des équipes, de se retrouver avec des gens avec qui on va pouvoir échanger sur les problèmes qu'on a. Et même si je pense qu'elle trouvait que les méthodes étaient intéressantes, mais je ne pense pas qu'elle ait passé sa vie à rechercher ce que faisaient ces gens. Mais le fait d'avoir une communauté, le fait de pouvoir en parler, c'est essentiel. Donc en cela, elle m'a été fort utile et elle m'a donné un fil conducteur. Mais j'aurais pu me noyer avec les autres prescriptions qu'elle m'a données, notamment la pédopsychiatre 3 fois par semaine, l'orthophoniste, la sensimotricienne. La sensimotricienne, oui.
Ouais. Je ne ferai pas une conférence sur la sensimotricienne, vous non plus, Non. mais elle vous dirige vers une elle vous dit qu'il faut aller voir un pédopsychiatre et une sensimotricienne. Oui. Il a 16 ans, il a 16 mois à l'époque. Hein. Ouais, il a 16 mois. Ouais, bah ça me paraît tout à fait farfelu. Mais la sensimotricienne, effectivement, comme c'était un enfant qui avait forcément comment dire, il avait une expérience qui était différente de la nôtre, de la manière dont il ressentait les choses. Donc ça me paraissait important d'aller voir cette femme. Tout ce qui était la sensibilité, tout ça, ça avait vraiment un impact sur son quotidien. Donc aller la voir, ça me parlait. Par contre, aller voir une pédopsychiatre qui est donc une psychiatre pour enfants, pour quelqu'un qui est non-verbal, ça me paraissait un peu farfelu. Oui, pour un enfant, c'était un peu tôt quand même. Un peu tôt. Oui. Alors elle a cette phrase magique, elle dit oui, votre enfant est dans le spectre autistique. Pourquoi on parle de spectre autistique et on ne dit pas votre enfant est autiste ? C'est une bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, on met tout le monde dans le spectre autistique. Ça, déjà, c'est plus facile et ça nous permet d'avancer. À 16 mois, c'est très difficile de vous dire si votre fils il est autiste Asperger, s'il va avoir un retard sur le langage, un retard intellectuel. Donc, le spectre, c'est large. On voit qu'on retrouve des choses qui sont valables aussi bien pour quelqu'un qui va être verbal, non-verbal, intelligent, non intelligent. Donc, ça paraît logique qu'elle me dise ça. Même si ensuite elle a répété que c'était plutôt autiste. Mais longtemps, vous avez douté de ça en fait. Longtemps. Que votre enfant soit autiste. Il y a eu ce doute qu'il soit alors ASPI, ça aussi c'est un peu la mode. Alors ASPI, c'est. Oui, ça s'utilise même plus ASPI parce que Asperger a priori était nazi, donc on n'utilise plus le mot de Asperger. Maintenant on dit au potentiel, on dit plein de choses, mais on dit spectre autistique, c'est quand même le plus politiquement correct. Non, mais je pense que c'est une boîte dans laquelle on met beaucoup de monde, c'est plus simple comme ça. Ouais. Et là, vous partez en guerre. C'est ça. En guerre pour essayer de trouver des réponses, savoir ce qu'on va faire le mieux pour lui. Mais c'est vrai que dans mon livre, je dis à un moment, c'est une chance, et je rigole quand elle me dit c'est une chance. L'une d'entre elles me dit, votre enfant n'est pas scolarisé, vous n'aurez donc pas à le retirer de l'école. Mais en fait, si, c'était une chance, parce que c'est évident qu'on a son enfant qui est déjà pris en charge dans une école, le retirer d'une structure, même si j'ai dû le faire pour la crèche, si ça avait été à l'âge de 7 ans après le CP, ça aurait été probablement plus dur au niveau de mes croyances et de ce qu'on attend en fait des gens aujourd'hui. On doit aller travailler, on doit les mettre. Les enfants aussi doivent aller dans une petite boîte où on peut nous-mêmes faire de l'argent pour faire travailler l'économie. Et c'est tout c'est le monde entier qui est contre nous quelque part pour ne pas s'occuper de nos enfants. On parlera de l'aspect économique parce qu'en l'occurrence, il est quand même très très important. En France, les enfants donc qui sont dans le spectre autistique, qui sont diagnostiqués à quel âge en gros ? Alors, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était 4-5 ans. Même 6 ans, ça dépend. Mais aujourd'hui, quand je croise des enfants, j'ai des mamans qui me contactent. C'est toujours entre 5 et 7. Enfin, Sacha a 9 ans aujourd'hui. Oui. Bon, il n'y a pas 10 ans de passé. Ça a beaucoup évolué depuis ? Ça a beaucoup évolué. Je ne sais pas, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire, au moment où j'ai écrit le livre, ensuite, je n'ai pas été potassée et me demander à quel âge il y avait des diagnostics. Mais je pense que c'est toujours 4-5 ans. Ouais, c'est rare quand même qu'un enfant soit... Oui, et puis les parents sont beaucoup dans le déni. On ne peut pas leur en vouloir. Ils ont envie que leur enfant soit atypique, certes, mais que ils grandissent et peut-être ils pensent que c'est le facteur de grandir. Mais ça les aide pas à grandir mieux. Voilà, c'est une maman qui partage son expérience ce matin, Valentine Lecêtre. Vous êtes maman de Sacha et vous publiez Sortir de l'autisme aux éditions Idéo. 9 ans avec Sacha. Alors en France, pour poser un diagnostic d'autisme, il faut que ce soit validé par un pédopsychiatre, c'est ça ? Tout à fait. Il faut que ça soit validé par un pédopsychiatre, un médecin. Donc la plupart des gens qui font des diagnostics, ça va être plutôt avec des psychologues, mais ça n'a pas de valeur tant que c'est pas un médecin qui fait une prescription, ou en tout cas qui donne son accord pour pouvoir avoir des droits à la MDPH notamment. La MDPH, c'est pour tout le monde ? La maison des handicapés. D'accord. Parce qu'il y a la dimension qui est importante, c'est une dimension d'argent. Parce que c'est toute une armée qui est autour de vous, quand on a un enfant qui est autiste, une armée de professionnels. Alors, oui. Et ça coûte cher. Oui et non. Ah bon ? Oui et non. La méthode 3I donc, de l'association AEVE, qui s'est elle-même inspirée de Sunrise aux États-Unis, dont je parle dans mon livre, ce sont des gens qui sont défendus tout seuls, sans l'aide de professionnels. Donc la méthode de base se base sur le fait qu'on est des bénévoles.
Donc cette méthode pourrait être gratuite. C'est pour ça que quand j'ai des gens au téléphone qui me disent mais que faire, j'ai pas les moyens, on a les moyens de prendre le temps. Parce que finalement, quand vous allez travailler, ça coûte aussi cher que d'avoir quelqu'un qui s'occupe de votre enfant. Ça dépend de qui vous êtes. Il faut avoir la vie qui va avec. Hein. Oui, mais je veux dire, deux parents, il y en a un qui gagne le SMIC, qui gagne pas beaucoup d'argent, ça peut valoir le coup d'arrêter de travailler plutôt que de payer des gens qui vont vous aider. Ça coûte moins cher et c'est mieux fait. Donc, mis à part ce temps qu'on n'a pas, donc on peut recruter quand même des gens qui nous aident à la maison. Et ces méthodes ont été créées pour travailler sans professionnel, sans aucun professionnel. Vous avez recruté des bénévoles Alors moi, j'ai recruté au début 37 bénévoles, donc c'était beaucoup. On est passé peu à peu à moins de bénévoles, une quinzaine, puis une dizaine. Et puis, au fur et à mesure, je les ai remplacés par ce que j'ai appelé des professionnels, mais qui n'étaient pas du monde autistique. Qu'on a formé, que j'ai formé avec une psychologue qui s'appelle Aliénor, qui elle-même a des crèches maintenant pour les enfants qui s'appellent les Bulletins, qui marchent très bien. Et on a mis ensemble en marche cette équipe qu'on a recrutée, qu'on a formée nous-mêmes. Certains étaient rémunérés, certains étaient bénévoles. Et j'ai fini finalement au fil des années, puisque c'est une thérapie que j'ai mis en place à 16 mois. Elle s'est finie quand Sacha... quand Sacha... On peut couper ça ou pas ? Non, on coupe rien du tout. Quand Sacha avait 7 ans et demi... et que là, oui, donc voilà. Il avait intégré le CP. Il avait intégré le CP. On était même, quand on a tout arrêté, on était au CE1. Voilà. Ouais. Mais bon, quand je dis que vous aviez une vie qui allait avec, vous aviez une vie professionnelle qui vous permettait quand même d'avoir du temps. Ah, tout à fait. C'est ça qu'il faut expliquer, c'est qu'à un moment donné... On a eu plein de chance. De le voir très très tôt, et ensuite d'être entrepreneur, ça donne la possibilité de jongler avec son emploi du temps, de se couper du monde pendant certains moments et revenir quand on peut. Donc effectivement, c'est pas ouvert à tout le monde de pouvoir avoir le temps. Et le temps, c'est très important. Qu'est-ce qui vous avait mis la puce à l'oreille ? Qu'est-ce qui vous avait alerté chez Sacha ? Eh bien, dans une autre vie, j'ai été photographe, et c'est vrai que le regard des enfants, c'est quelque chose que j'ai toujours affectionné et j'ai toujours cherché. Donc quand je prenais des photos, je faisais beaucoup de portraits d'enfants. Et mon fils n'avait aucune logique qui ressemblait à quelque chose que nous aurions. Donc tout de suite, il était atypique. Pas juste parce que c'était mon fils l'extraordinaire, même s'il l'est. Mais je ne retrouvais pas des choses normales, si je puis dire. C'est pas un beau terme, mais voilà, ça m'a alerté tout de suite. Et puis j'ai eu des réflexions de différentes personnes. Dans mon livre, je parle de mon frère, mais j'ai aussi eu une femme de ménage moldave qui elle, m'a tout de suite dit « Mais votre fils, il va pas bien, il a un problème. » Et il devait avoir 8 ou 10 mois. Donc il y avait des choses, certaines personnes qui étaient vraiment d'accord avec moi. Donc, il attrape pas le regard, par exemple. Ouais, il n'est pas curieux. Il n'était pas curieux, non. Enfin, probablement qu'il était curieux de certaines choses, mais pas de ce qu'on lui montrait, ce qu'on lui indiquait. Et puis, des choses assez drôles, c'est-à-dire qu'on pouvait faire du bruit à gauche ou à droite, et il allait regarder dans l'autre sens et rigoler en regardant personne. Donc, souvent, cet œil qui va nulle part ou qui rigole comme s'il y avait un fantôme à côté de vous. Alors, vous avez décidé de devenir une parente experte. Donc, vous êtes partie à la chasse aux informations. Vous avez lu des livres, vous avez regardé tout ce qui se trouvait sur Internet à l'époque. Des livres, vous n'avez gardé que ceux qui étaient optimistes. C'est ça. Des méthodes aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de livres pessimistes. La plupart des livres étaient moi, mon combat, mon enfant, notre guerre, et ce qu'on a vécu. Et c'est normal que les gens aient envie de parler de ça. Mais je voulais regarder plutôt des choses où on nous disait, ben voilà, il y a eu de l'amélioration, j'ai trouvé ceci, cela. Et donc, c'est vrai que se plonger dans une méthode empirique qui prend un peu de tout, de ce qui est bon, ça me semblait logique. C'est aussi ma manière de vivre. Encore une fois, comme je suis entrepreneur, je cherche toujours à pas faire ce que font les autres, mais faire les choses qui marchent. Et on peut gagner du temps aussi en copiant, en regardant et en améliorant selon ce qu'on vit. Mais quand on s'intéresse à l'autisme, on ne sait pas ce qui marche. Parce que vous vous retrouvez dans un monde où finalement c'est un peu la cour des miracles. Il y a tout et n'importe quoi. Ah mais carrément, ça c'est exactement ça, c'est la cour des miracles. Mais c'est vrai que quand on voit un miracle, paf, on regarde et on y va. Donc c'est vrai que pour moi l'autisme c'était l'autarcie, c'était donc vivre dans son monde. Si on vit dans son monde, ça me paraissait logique dans les méthodes que j'ai utilisées, c'est de dire je te rejoins moi dans ton monde, au lieu de te faire sortir, d'essayer d'être comme moi. Je vais aller dans ton monde. Je vais te séduire, je vais être ton pote, et tu vas vouloir revenir de ce monde avec moi et de faire quelque chose ensemble.
Et finalement, ça, c'est pas illogique par rapport à notre manière de fonctionner à tous. Mmh. Donc, mais finalement, pour tous les parents qui nous écoutent aujourd'hui, alors il y a cette première méthode 3I que vous avez sélectionnée, mais il y en a plein des méthodes finalement. Il y en a plein. Vous attendez de moi que je vous les cite toutes? Non, je les ai notées si vous voulez. Je ne sais pas quoi ça. La plus connue, c'est ABA. Voilà, donc, mais que vous avez appris à la fin, pendant le Covid, vous. Oui, parce que ABA, on m'avait expliqué, en gros, tu demandes à ton enfant de mettre son manteau et on te donne une récompense s'il le fait, ce qui fait qu'à force de donner des récompenses, voilà, on en fait des petits rats de laboratoire et forcément, moi aussi, si on me tape à chaque fois que je fais un truc, je vais forcément arrêter de le faire. Donc, forcément, quand on vous parle d'une méthode comme celle-ci, vous dites, j'ai pas envie, si c'était pour moi, je ferais pas ça. Maintenant, c'est vrai que si vous partez en vacances à la fin de l'année, c'est grâce au travail que vous avez donné. Donc, on a aussi des récompenses. Et ça, c'est logique. Donc, on donne des récompenses dans la vie, communément. Chacun d'entre nous, on a des étoiles, de l'argent. Donc, à un moment, quand un enfant grandit, si tu finis pas ton dessert, tu peux pas aller jouer. C'est pas plus bête que ça, c'est juste logique et du bon sens. Mais toutes ces méthodes, encore une fois, sont des méthodes qu'on utilise communément et dont on ne sert pas de nom pour pouvoir avancer. D'accord, mais pour les parents qui nous écoutent et qui finalement se retrouvent dans la vraie vie confrontés à ça, comment est-ce qu'on choisit une méthode? Ça dépend de l'âge. Donc si vous avez un enfant qui est précoce, vous allez vous tourner vers des méthodes pour les enfants diagnostiqués précoces. Il y en a une que j'aimais bien, qui était que je n'ai pas utilisée, je ne suis pas sûre de l'avoir vraiment nommée dans mon livre, qui s'appelle Denver, qui était une façon soft de faire du ABA avec du jeu, un petit peu plus de bienveillance, etc. Le problème avec toutes ces méthodes, on s'y retrouve, c'est qu'elles portent toutes différents noms et certaines sont liées, d'autres se croisent. C'est dommage de ne pas avoir un benchmark sur tout ce qui fonctionne parce qu'il y a un peu de bon partout. Alors un benchmark, c'est une étude de marché pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, avec des réponses et par leur application de plusieurs parents et qui va faire qu'on sait si ça fonctionne ou pas. Avec les étoiles, voilà le fameux Amazon. Voilà, c'est l'Amazon de l'autisme, mais que les parents disent, j'ai essayé ça sur mon enfant, ça a très bien fonctionné ou pas du tout, quoi. Oui, le problème, c'est que généralement, c'est un peu comme la bonne chirurgie, on en entend parler que des gens qui sont loupés. Donc, c'est vrai que les gens comme moi, dans mon parcours, j'ai rencontré 2 mamans qui étaient plus âgées, d'une vingtaine d'années de plus que moi. Et j'ai été les voir parce qu'on m'a parlé de leur enfant qui était autiste, qui s'en était super bien sorti. Et en fin de compte, quand j'ai été les voir, elles n'ont appliqué aucune forme de méthode. Elles ont été avec bienveillance, elles se sont coupées du monde avec leur enfant, elles ont fait un peu la même chose que nous, sans savoir qu'il y avait un nom à cette méthode, qui était de la bienveillance, qui était de la connivence, qui était un travail. Et aujourd'hui, elles ne pouvaient plus m'expliquer vraiment ce qu'elles avaient fait avec eux, mais bon, ils étaient à Stanford, ou ils étaient dans des grands collèges, des choses extraordinaires, et ils n'avaient plus de traces de cet autisme. Ça veut dire que prendre en charge un enfant autiste, ça veut dire se couper du monde et faire comme un métier, il faut faire que ça pendant quelques années? Malheureusement, je crois que oui. Malheureusement, je crois qu'il faut y aller à fond et que si on peut s'entourer de gens qui vont prendre quelques heures avec bienveillance, qui vont travailler avec nous, mais c'est un travail quotidien. Et même si aujourd'hui Sacha est sorti de l'autisme, je fais attention à ce qu'il ne se retrouve pas dans une sorte d'emprisonnement s'il était, quand il va changer d'école dans les prochaines années. Est-ce qu'il va falloir faire attention à la bienveillance de l'école pour à aucun moment essayer de le faire aller en arrière. Mais dans les méthodes qu'on a utilisées, on dit qu'en fait, l'autiste, lorsqu'il apprend des choses, il ne peut pas rétro-pédaler. Il ne va pas en arrière. Il apprend des choses, c'est de l'acquis. Donc, a priori, ça va. Mais c'est un travail qui prend un plein temps. Et les gens, malheureusement, qui se sont mis une dizaine d'heures ou 5-6 heures par semaine, n'ont pas vu de résultat à posteriori. Oui, ce qui veut dire, c'est s'investir à plein temps. Oui, s'investir à plein temps, mais aussi à un moment, je pense que vous embrassez les méthodes, c'est-à-dire que vous êtes d'accord avec la façon, l'hygiène de vie, l'état d'esprit de la méthode. Et ça devient quelque chose qui, aujourd'hui, elle est dans ma vie au quotidien. Ça devient une façon de vivre, en fait. Je ne m'adresse pas de la même manière avec vous aujourd'hui que je l'aurais fait il y a 10 ans. Ça a changé ma façon de parler avec les autres humains. Oui. Bon. C'est une incidence. Mais vous, comme vous êtes une pro, quand je dis une pro, c'est qu'en fait vous l'avez fait comme une pro, puisque en fait vous êtes allé vous former au Portugal, vous voyez, vous êtes allé dans des conférences, donc en fait vous avez suivi le process comme une entrepreneuse. Oui. Vous parliez de la méthode Sunrise tout à l'heure, vous avez fait le stage. Oui. J'en ai fait plusieurs, oui. Ouais. Oui. Donc ça fait de vous une experte d'une certaine façon aujourd'hui.
Je ne sais pas, je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus experts, mais en tout cas, je suis une maman experte et pas un médecin. Donc moi, je peux donner des conseils. C'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre, parce que j'avais beaucoup de parents qui se préoccupaient, qui ne savaient pas comment avancer. Encore aujourd'hui, lorsque j'ai des interviews, j'ai des parents qui m'appellent. Malheureusement, ils ne lisent pas le livre, ou même en livre audio. Et c'est pas pour le vendre, on ne fait pas d'argent avec un livre. Mais c'est plus pour dire, même mon site qui récapitule des choses, investissez-vous, avancez, faites de la recherche. Et au contraire... Il ne faut pas se dire qu'il faut être expert pour avancer. On devient expert comme tout, en faisant les choses. Ouais. On ne devient pas un sportif sans faire de sport. Il faut s'entraîner, il faut chercher, il faut avoir la tête libre aussi à ça, à se dire qu'il y a des possibilités. Voilà, Valentine Lecêtre est notre invitée ce matin, maman experte. C'est comme ça que vous vous êtes définie tout à l'heure. Vous publiez Sortir de l'autisme aux éditions Idéo. Pour ceux qui n'aiment pas lire, votre livre vient de sortir en numérique. Donc ça, c'est bien. Oui, c'est très bien. Vous pouvez aller à la salle de sport avec votre livre. Oui, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a certains livres qui sont quand même là pour être factuels et pour faire avancer les gens. Donc c'est pas forcément pour être lu comme un roman, mais pour prendre le plus d'informations possible et pouvoir avancer plus vite. En parlant d'argent, est-ce que l'argent est un élément central justement dans cette guerre qu'on mène contre l'autisme ? Je pense que de financer ce que j'ai fait, c'est-à-dire prendre des professionnels au lieu de bénévoles, ça m'a beaucoup aidé. On va pas se mentir. Le temps, c'est de l'argent. Le fait d'être entrepreneur, ça m'a donné aussi la possibilité de pouvoir prendre du temps pendant des journées de travail pour pouvoir m'investir. Et ça aussi, ça a un coût. Mais je continue à dire qu'il y a certains parents qui font des méthodes avec des bénévoles et qui ont des résultats. Donc il ne faut pas couper le sujet à ça. C'est important de le dire parce que on protège les parents aujourd'hui de la même manière qu'on va prendre un enfant et le mettre en hôpital de jour en disant mais vous pouvez rien pour lui, donc c'est mieux pour l'enfant, c'est mieux pour vous. Et les parents finissent par le croire, et j'ai croisé beaucoup de ces parents qui soit vivaient mal avec cette idée, soit au fur et à mesure du temps, finalement, je trouvais que c'était pas plus mal. On peut aider nos enfants même avec peu de moyens. On peut le faire. Faut peut-être. Donc l'argent, c'est pas le nerf de la guerre. C'est pas le nerf. Non, c'est d'abord un état d'esprit, je pense. C'est une attitude de savoir qu'on peut aider son enfant. Maintenant, on va pas se mentir, tous les enfants sont différents. Comment était mon fils, à quel niveau, proportion d'handicap il aurait été si j'avais pas appliqué ces méthodes, j'en ai aucune idée. Mais je sais qu'il n'aurait pas été totalement autonome, alors qu'aujourd'hui, il le sera. Alors, il y a plein de questions auxquelles vous n'avez toujours pas de réponse. D'où vient l'autisme ? Est-ce qu'on est comme ça ? Le devient-on ? Est-ce que c'est lié à la mère ? Est-ce que c'est lié au père ? Il y a beaucoup de questions sur l'autisme, au fait. Et je pense qu'il y a surtout beaucoup de réponses, dans le sens où, dans mon cas, je pense que c'était l'ADN. Donc, c'est de facto, mon fils est né autiste. Maintenant, je lis pas mal de choses, les vaccins qui peuvent avoir une incidence, mais même... On voit que le mot autisme est né après la Deuxième Guerre mondiale, où finalement il y a des enfants qui, après Auschwitz, après des camps de concentration, revenaient autistes. On peut devenir autiste aussi, forcément, quand on a un choc, on devient non-verbal, on rentre en autarcie. Donc l'autisme, ça regroupe quand même beaucoup de choses. Donc je pense qu'il y a beaucoup de... C'est quoi être autisme, en fait, aujourd'hui, si on devait donner une définition simple ? Waouh! Alors ça, c'est une grosse question et ça dépend de l'âge. Je pense que c'est principalement le fait d'avoir un moteur qui soit la répétition. Donc la répétition d'informations, des expertises. Des enfants vont répéter certaines choses, certains gestes, mais aussi un expert pourrait être quelqu'un qui est totalement pris dans les mathématiques ou dans une connaissance particulière. Quelqu'un qui va devenir un expert justement en aéronautique, en peu importe, des choses pointues. Comme ils aiment ces informations, ils apprennent de plus en plus. Donc ensuite, ça dépend de leur intelligence, de voir ce qu'ils vont faire de cette répétition, cette possible expertise. Votre fils, c'est lui sa période vers 5 ans. Ouais, il a eu sa période expert de l'espace. Il me faisait un peu peur parce que c'est vrai qu'il s'est passionné pour la géographie, ensuite pour les planètes, ensuite pour l'univers, le système solaire, et ensuite les exoplanètes, et ensuite ça a grandi jusqu'à un jour où il est devenu effrayé par la fin de notre système solaire et le fait qu'il y ait des trous noirs. Il m'expliquait ce que c'était, les trous de verre, et on passait d'une possibilité à une autre, et beaucoup de cauchemars qui s'en suivirent. Mais il est sorti de ce sujet-là, et maintenant c'est toujours les mathématiques et des choses qui sont qui ne vont pas changer, tout ce qui rassure un petit peu, mais comme le côté social s'est ouvert grâce aux méthodes, c'est ça qui fait que ça a ouvert le spectre des connaissances. Bon, qu'est-ce qui a fonctionné dans les méthodes alors ?
que vous avez utilisés. Alors, vous en avez utilisé plusieurs quand même. Hein. J'en ai utilisé plusieurs. Ce qui fonctionne de toute façon, c'est un moment, c'est de se couper du monde. Quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un, vous êtes bien obligé de vous couper, de poser votre téléphone, d'être en one-to-one, de vous investir et d'avoir confiance en l'autre. Donc c'est créer cette complicité qu'on a à deux dans différentes circonstances qui donnent de la confiance et qui nous permettent de challenger et de faire avancer en fin de compte l'enfant. C'est cette confiance qui est essentielle. Et je pense que ça a été la clé. Quelles que soient les méthodes que j'ai utilisées, que ça soit celle qui prenait ça, donc 3i ou Sunrise, j'ai eu besoin de ça pour ensuite faire du ABA. C'est de cette connivence quand même, de cette confiance. Vous arrivez dans une salle avec quelqu'un qui ne vous connaît pas, ça dure 2 heures, c'est un petit peu froid et austère. Donc le fait d'être vraiment... d'être impliqué, je crois que c'est la première des choses, de pouvoir communiquer de l'enthousiasme à l'autre pour avoir envie de lui donner envie de faire des choses avec nous. Mais vous lui avez créé un lieu, par exemple. Oui, on a dû créer une pièce spéciale, vous voyez. Ça, toutes les méthodes, en fin de compte, se passent dans une pièce en one-to-one pour avoir cet échange cet échange qualitatif avec l'enfant où il ne va pas s'éparpiller dans d'autres choses. Donc c'est du one-to-one dans tous les cas. Avec un éclairage qui est adapté. Alors c'était pas tant l'éclairage, c'est le fait de ne pas avoir de fenêtre, je pense, dont vous parlez, de ne pas avoir une vue sur l'extérieur, pour ne pas avoir l'esprit qui nous échappe. Donc ça, dans toutes les méthodes, c'est toujours posé. Toutes les méthodes. Qu'est-ce qui fonctionne d'autre ? L'enthousiasme dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est encore une chose, c'est pas seulement le one-to-one, vous enfermez quelqu'un et vous vous regardez dans les yeux comme on peut le faire maintenant et on n'a pas un échange, j'ai pas l'impression de quelqu'un qui m'écoute. Je vais pas pouvoir vous parler de la même chose. Une interview, vous le savez, elle se fait bien si vous avez un échange avec la personne et il y a quelque chose qui clique. Si on se comprend pas, on peut pas faire. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est trouver les gens qui vont faire partie de votre équipe. C'est vrai que moi, j'ai créé une équipe que j'ai appelée les Miracle Workers, les faiseurs de miracles. Et c'est le fait que je leur dise qu'ils vont changer la vie d'un enfant et qu'ils pouvaient le faire, ça faisait qu'ils venaient avec une énergie qui était renouvelée à chaque fois, avec l'envie et la certitude qu'ils avaient un rôle à jouer. Et on a tous envie de se réveiller le matin en disant je sais pourquoi je vis et je sais que j'apporte quelque chose à quelqu'un. Alors contrairement à ce que vous avez dit, vous avez décidé de scolariser votre fils. Oui. Pourquoi ? Parce que ça paraissait logique, tout simplement, que si on coupait du monde un enfant de toute expérience normale, il allait finir par devenir normal. Je m'excuse pour encore ce mot utilisé. Normotypique. Stéréotypique. Atypique et stéréotypique. Ah, vous dites pas normotypique, vous ? Non. Non, d'accord, ok. Mais neurotypique, oui. Ah, d'accord. On peut. Mais je pensais qu'on ne peut pas se faire sans se heurter aux autres. Même si c'est difficile, il faut avoir un pied dans la réalité. Donc enfermer un enfant pendant 3 ans, comme on me le disait dans une salle, en one-to-one avec des adultes, ça paraissait pas cohérent de toute façon avec le nombre d'expériences à avoir. Donc maintenant, ensuite, le protéger, faire moins de choses, ne pas aller dans des endroits où il y a trop de bruit, où il y a 40 enfants dans une salle où il y a 50 mètres carrés, ça paraît aussi logique. Il faut savoir doser, il faut avoir une harmonie avec tout ça. L'école, c'est pas quelque chose que j'aime. J'affectionne pas l'école. Je n'ai pas aimé aller à l'école. J'ai aimé aller à l'université où on avait plus de choix. Mais l'autorité, les règles qui s'imposent à tout le monde, ça peut être difficile pour certaines personnes. Encore plus si on est atypique. Ça me semblait logique. Il fallait qu'il ait quelques heures, pas plus, mais garder un pied dans cette réalité. Et pas dans une école privée, hein. Alors, dans mon cas, j'ai été dans une école privée. Non ? Vous l'avez pas mis à l'école normale ? J'ai mis dans une école privée. Mais une école qui, pour moi, est normale. Quand je disais normale, c'est une école pas réservée Non, je l'ai mis dans une école privée parce que les écoles publiques ne m'autorisaient pas à le prendre 1 heure le matin et l'enlever de l'école. Un enfant, il faut que ça rentre encore une fois dans les cases. On va le déposer à 9h. Si ensuite, il faut que on m'autorise à aller chercher mon fils, ça veut dire qu'il faut le sortir de la classe. C'est composé. Ça, on ne fait pas ça à l'école publique. Je comprends qu'on a des écoles où c'est des classes de 40 personnes, c'est difficile de jongler. Dans les écoles privées, on est plus 20, 25, 15, ça dépend des écoles. Et c'est quand même plus facile de pouvoir avoir une communication fluide avec les écoles. Et vous refusez que votre fils rentre dans une case ? Tout à fait. Il ne fallait pas qu'il rentre dans la case handicapé. J'ai pensé tout de suite que ça le suivrait toute sa vie. Je pense que j'ai bien fait et c'est pour ça que j'ai fait tout ce que j'ai organisé autour pour qu'il ait une vie non labellisée. Beaucoup de couples ne survivent pas à un enfant autiste.
Alors déjà, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de couples ne survivent pas en général, 50-50. Mais je pense qu'une des plus grosses préoccupations des parents, de toute façon, c'est toujours les enfants. Et quand c'est le centre des préoccupations, quand le centre devient quelque chose qui n'est pas réjouissant et qui amène de la tristesse, et c'est difficile de tous les jours porter ça à deux. Si on n'a pas une fratrie, si on n'a pas d'autres trucs positifs dans le couple. Compliqué. On le voit, l'équipe pédagogique, c'est très très important. Et même les pros ne sont pas toujours d'accord entre eux en termes d'autisme. Pour des parents qui se retrouvent avec un diagnostic, comment est-ce qu'on trouve des bons pros ? Qu'est-ce qui permet de les orienter ? Malheureusement, c'est le bouche à oreille. C'est une fois que vous connaissez un fil conducteur, vous le suivez avec des parents dans lesquels vous allez avoir confiance. D'autant que ces professionnels avec lesquels j'ai travaillé, pas mal travaillé en indépendant. Aujourd'hui, ils ont été choisis par des associations et donc on va dire qu'ils sont bookés à vie avec une exclusivité. Donc effectivement, c'est compliqué. Moi, mon conseil, c'est si vous avez le temps et que vous voulez mettre en place vraiment de concert, un orchestre qui va vous suivre, il faut recruter une jeune psychologue qui va avoir envie d'aller dans une aventure avec vous. Si vous allez voir quelqu'un qui a déjà plein de protocoles, c'est difficile. Et aujourd'hui, j'ai dû mentir pour faire ce que je faisais même avec les associations qui ne m'auraient pas suivi. Je l'ai dit dans mon livre. Pourquoi ? Parce que vous étiez hors protocole ? Hors protocole. Et on peut comprendre, si vous êtes une association et que vous devez rendre des comptes pour pouvoir accéder à des aides financières de l'État, pouvoir subsister, on doit rentrer dans un protocole pour faire partie des nombres de gens qui ont vraiment fait la méthode. Pour savoir si ça fonctionne ou pas, en fait. Voilà. Bien sûr. Moi, aujourd'hui, je peux dire que l'association 3i utilise une méthode qui fonctionne. J'ai juste eu envie d'agrémenter un petit peu ma méthode. Je suis sortie des cases, mais pour moi, elle fonctionne. C'est une méthode qui fonctionne. Validée. En tout cas, dans ce que vous avez expérimenté. Voilà. Aujourd'hui, Sacha est sortie de l'autisme. Qu'est-ce que ça veut dire sortir de l'autisme ? Alors, dans mon livre, je l'ai appelé « Sortir de l'autisme », mais à aucun moment je dis « Mathis est sorti de l'autisme », mon fils est sorti de l'autisme. Je dis qu'il a encore certains traits autistiques et qu'il les gardera peut-être plus toute sa vie. Et qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte, dans ces 7 ans d'aventure, je rencontre aujourd'hui des gens qui travaillent avec moi et d'autres qui travaillent pas avec moi, mais qui sont autistes. Autonomes, aguerris, intelligents, extraordinaires, passionnants. Ils ont juste eu probablement l'aide nécessaire pour pouvoir passer à travers les mailles du filet et s'adapter à une vie plus difficile pour eux que d'autres. Mais ils sont tout à fait indiscernables au niveau de leur diagnostic à première vue. Ensuite, on peut trouver des traits de leur personnalité qui va faire qu'ils sont plus pointus, qui vont nous répéter 10 fois la même chose, qu'ils ont besoin d'avoir des accusés de réception à chaque fois qu'on leur parle, d'avoir un échange plus soutenu. Ils comprendront pas forcément toutes les blagues ou des choses comme ça. Ils sont tous différents. Voilà. Donc, mon fils est sorti de son handicap qui l'aurait empêché d'être autonome. En tout cas, ça, c'est une certitude. Il a encore besoin d'une psychomotricienne. Ça l'aide pour l'écriture. Il a certaines choses que d'autres enfants ont et qui ne sont pas dans le spectre autistique. Donc, mais aujourd'hui, il est à temps plein à l'école. Il est à temps plein à l'école depuis 3 ans maintenant. Voilà. Il a 9 ans aujourd'hui. Oui. Quelle classe ? CM1. Bien. Voilà, alors, Sortir de l'autisme, c'est votre livre qui est paru il y a quelques mois aux éditions Idéo, mais qui vient de sortir désormais en livre audio. Voilà, ça c'est important pour les parents qui veulent aller à la gym. Oui, ils peuvent passer même les chapitres. J'ai laissé le sommaire pour aller plus vite. Allons à l'essentiel. Les informations sont sur votre site sortirdelautisme.fr. Vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, Philippe. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.